En remerciant évidemment Thierry Mars et Frédéric Decoman pour toutes ces réponses et leur présentation ce matin. Alors, l'union fait la force, c'est la devise nationale de la Belgique, tout comme d'ailleurs, et on ne le sait que trop peu, celle de la Bulgarie, de l'Angola, de la Bolivie, d'Haïti et même d'Andorre. C'est aussi la devise de l'Acadie depuis la convention de Miscouche en 1884, tout un programme. Et donc on peut le dire, même pour la promotion de cette devise, on s'y est mis à plusieurs. Concernant la promotion de la radio numérique et le principe, il est exactement le même, s'unir pour être plus fort. Effectivement, et c'est précisément le principe de l'EDRA, l'Alliance européenne de la radio numérique, dont Francis Goffin, président de maradio.be, est également le président. Alors comment est née cette alliance et que permet-elle concrètement? On vous retrouve, Francis, pour répondre à ces questions. Oui, merci. Merci Catherine et merci Olivier. Vous m'avez permis d'apprendre quelque chose en plus sur l'union fait la force. Alors avant de vous parler de l'EDRA, je voudrais partager avec vous l'évolution du chiffre d'affaires publicitaire facturé en Belgique sous un sondage qui a été fait, l'évolution entre 2018 et 2019. Alors, vous voyez que l'évolution a été de plus 5%. Alors, c'est plus que l'inflation. Et donc, il y aurait vraiment lieu, en théorie, de se réjouir puisqu'il y a eu création de valeur. Mais en fait, cette pseudo-création de valeur cache une bien triste réalité. En effet, si on regarde maintenant entre les médias belges, au niveau des médias belges, en fait, on voit qu'il y a une baisse. Tout d'abord, des investissements publicitaires dans les médias traditionnels, offline, dont la radio linéaire fait partie, une baisse de 2%, qui s'est faite au profit des médias belges online digitaux, qui parfois appartiennent d'ailleurs aux mêmes éditeurs, qui eux ont progressé 10%. Et donc, on a assisté en réalité entre 2018 et 2019 à un simple transfert de chiffre d'affaires entre médias belges offline et médias online belges. Alors, me direz-vous, mais d'où vient cette progression du chiffre d'affaires publicitaire de 5% au total en Belgique? Eh bien, si on examine maintenant les acteurs internationaux, eh bien, on voit que c'est eux qui ont bénéficié de la progression et c'est exclusivement eux, puisque ensemble ils ont progressé de 27%. Essentiellement grâce, on le voit avec les marques qui sont affichées, aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux, puisque c'est eux qui, en valeur, font le plus de chiffre d'affaires, les autres internationaux ayant progressé significativement, mais faisant peu de chiffres. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça veut simplement dire que toute la valeur, je dis bien toute la création de valeur, s'est faite en dehors des entreprises de médias belges, que cette croissance n'a quasi pas contribué au PIB de la Belgique, puisque ces entreprises transnationales, on le sait, n'investissent pas ou peu en Belgique, n'y payent pas d'impôts et n'y ont quasi pas de personnel. Alors pour moi, ça ne s'appelle pas de la création de valeur, c'est plus 5%, mais en réalité, pour la Belgique, c'est une forme de destruction de valeur. Et on peut imaginer que la Covid-19 a encore amplifié cette tendance en 2020, malheureusement. Alors face à ce phénomène qui fragilise en réalité nos médias nationaux ou locaux, il se trouve heureusement de plus en plus d'acteurs, de patrons de médias notamment, qui plaident pour la création d'alliances territoriales pour favoriser l'émergence d'écosystèmes numériques indépendants des géants des tech. Et dans notre secteur, eh bien, il y a une alliance qui rassemble ceux qui sont convaincus qu'il est aussi possible de freiner ce phénomène pour les radios. C'est l'European Digital Radio Alliance, donc l'EDRA en abrégé. Alors l'EDRA, tout d'abord, c'est quoi? C'est une initiative conjointe de radio européenne qui a été lancée en 2016, qui regroupe 25 membres de 13 pays européens. Ça représente plusieurs centaines de radios privées et publiques, des grands comme des petites, et donc derrière elles, des centaines de millions d'auditeurs en Europe. La première action de l'EDRA était en fait de faire en sorte que la radio ne soit pas oubliée dans le nouveau code des communications électroniques européens. Avec la radio numérique, maintenant vous le savez, qui est rendu obligatoire pour les autoradios à partir en fait de cette année, et la possibilité également pour les États membres d'étendre cette obligation aux récepteurs domestiques, et on espère que la Belgique va le transposer aussi de cette manière-là. Car nous pensons que le modèle broadcast numérique est le meilleur pour prolonger l'héritage bénéfique de l'AFM. Alors, après ce premier succès de l'EDRA, nous avons décidé d'adopter en novembre dernier un manifeste incluant notre vision stratégique face à l'évolution digitale. Alors, vous le voyez ici, on peut le retrouver sur le lien qui est là, c'est en anglais. Alors, je vais un peu l'expliquer. Ce manifeste, en fait, il attire l'attention des radios
des radios européennes sur les dangers de la dépendance croissante vis-à-vis de certains géants du numérique. Cette dépendance, elle provient de l'attractivité que ces géants exercent bien sûr dans le monde connecté, à la fois sur les publics, ça c'est clair, mais également sur les radios, qui ont bien souvent tendance à mettre parfois naïvement leur contenu sur les plateformes de ces géants pour penser atteindre plus d'auditeurs, mais en fait, ça rend ces plateformes plus attractives pour le public et ainsi de suite. Ça crée un cercle vicieux qui permet à ces géants d'agir de plus en plus comme des contrôleurs d'accès, des gatekeepers, comme on dit en anglais, du public au contenu produit par les radios. Avec deux dangers à la clé. Tout d'abord, ces géants sont devenus des intermédiaires technologiques qui prennent le contrôle du lien entre les radios et les auditeurs et de leurs données d'utilisation qui, comme on le sait, sont de plus en plus précieuses. C'est un premier danger qu'on observe à l'EDRA. Ensuite, second danger, grâce à ce contrôle, on constate que ces géants dirigent de plus en plus les auditeurs vers des contenus qu'ils ont commencé à produire eux-mêmes. Ils deviennent donc de nouveaux concurrents digitaux de nos radios qu'ils affaiblissent alors qu'ils n'investissent quasi rien dans notre pays, tout en les exploitant commercialement. C'est exactement le phénomène que je vous décrivais en introduction à propos du constat de destruction de valeur. Avec pour conséquence en fait un double effet, d'abord pour les consommateurs, pour le public, un appauvrissement de leurs possibilités de choix, et pour nous les radios, eh bien, un potentiel manque d'exposition sur ces plateformes digitales. Alors face à ce danger croissant, comment notre secteur peut-il réagir? À l'EDRA, nous avons deux réponses stratégiques. Première réponse, face à ce danger commun, nous disons, allions-nous sur la distribution, puisqu'il n'est évidemment pas question de s'allier sur le contenu. Prenons conscience qu'il y a plus de dangers à l'extérieur de notre secteur qu'en son sein, et même si nous restons évidemment concurrents sur le contenu, ne laissons pas des tiers à notre secteur nous affaiblir. Seconde réponse, sécurisons notre accès direct à nos auditeurs en privilégiant les plateformes communes qui le permettent. Alors, ça est évidemment le cas du broadcast digital DB+, mais aussi en investissant ensemble pour développer des plateformes numériques attractives afin d'atteindre ensemble les auditeurs sans passer par des tiers qui développent une économie en dehors de notre pays. Alors, c'est vrai que s'entendre entre concurrents pour s'allier sur la distribution, ce n'est pas simple et cela prend du temps. On l'a vu ce matin notamment en DB+, avec les expériences des MUX locaux. Ça n'a pas été facile non plus entre la RTBF et les réseaux privés quand il s'agit de désigner un opérateur commun de multiplex. Or, le succès du DAB+, est justement basé sur la coopération entre radios, comme le président du World DAB, Patrick Hannon, va nous l'expliquer dans un moment. Et faire des alliances entre radios, c'est bien une nouvelle tendance qu'on observe partout en Europe, aussi au niveau du digital. J'en veux peu preuve le marché français de la radio, un des plus concurrentiels qui soit en Europe, où les acteurs sont parvenus à se mettre d'accord l'an passé pour s'unir et partager une plateforme digitale commune, Radio Player France, qui sera bientôt lancée, comme Yann Le Garçon, le directeur général de Radio Player France, va nous en parler ce matin. Alors la France a donc ainsi rejoint dans cette stratégie d'alliance 13 autres territoires, faisant de Radio Player une grande plateforme digitale de distribution de radio et de podcasts, mais à la différence des autres agrégateurs, elle est contrôlée par les radios, comme Michael Hill, le patron de Radio Player Worldwide, va nous en parler ce matin également dans un instant. Ces alliances, en fait, ce sont des histoires d'hommes ou de femmes de radio qui ont bien compris les dangers du monde digital et qui, même s'ils restent concurrents, prennent leur avenir en main et décident de s'allier et de se faire confiance en matière de distribution. C'est exactement la philosophie que nous préconisons à l'EDRA et c'est tout à fait celle que nous avons développée en Belgique, tant au sud avec maradio.be qu'au nord du pays avec notre coopérative sœur Digital Radio Vlaanderen. Voilà, merci de votre attention, le message que je voulais délivrer au nom de l'EDRA. Merci Francis Goffin, président de maradio.be, président ici également de l'EDRA. On vous retrouvera tout à l'heure pour la prochaine et dernière session de questions-réponses. Alors, la transition vers le DAB+, nous y travaillons tous en Belgique, en Europe et également dans le monde où l'organisation World DAB a pour mission de promouvoir l'adoption de la technologie de diffusion numérique terrestre, donc DAB+. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin son président, Patrick Hannon. Hello Patrick, thank you very much for sharing a bit of your time with us today. We're listening to you. Good morning and thank you very much. Are my slides showing? There we go. Okay, so short presentation. The theme, success through collaboration.
So I'll start with a brief introduction to World DAB. We're an international association. Our mission is to promote DAB radio around the world. We have over 100 members from over 30 countries. And our focus area very much all the issues to do with digital radio, technology, spectrum, networks, marketing, public affairs, automotive. One of the unique things about World DAB is its membership. So we have members from across the radio ecosystem, starting from government departments and media regulators through broadcasters, manufacturers, technology companies, and car makers. All of these companies, organizations, critical to the success of DAB. So what have we achieved? I mean, just give you brief headlines. Number one, DAB is now clearly established as the core future platform for radio in Europe. Big news coming up this year is the launch of national or metropolitan DAB Plus services in France. Those are scheduled to launch in July. We have the first countries switching off FM. Norway, as you may well know, switched off in 2017. Switzerland is next, as we'll be hearing this morning. Public broadcasters switching off in 2022, private broadcasters switching off in 2023. Then we have the European Union. This was a key breakthrough, and really it was working with the likes of Francis from EDRA and other organizations. Basically, the European Union has created a directive which requires all new car radios sold within the EU to be capable of receiving digital terrestrial radio. And that directive took effect in December of last year. So those are some of the headlines of the success, but how did we achieve that? So the first thing is that we have a clear strategic framework, and it's called the 5 Cs. And every country that launches DAB or DAB Plus, we always emphasize the same message. It's the 5 Cs: coverage, content, consumer devices, cars, and communication. And that framework is essential to building success of DAB. It needs to be supported by a policy and regulatory framework, but then underpinning everything is collaboration. So I just want to highlight 3 areas where collaboration has been particularly important. The first is marketing. So in 2018, we launched an international DAB Plus logo, which means that we have consistent branding and messaging right across Europe and even in Australia. Secondly, the second area of focus, really important for all of us, is automotive. So we created an automotive working group, which the focus, and this involves everybody from the car makers, the broadcasters, and the network operators. And the key focus is to optimize in-car radio experience. We're talking about the user interface, we're talking about the quality of in-car reception, and increasingly we're talking about hybrid radio. And then the third area to highlight is policy. So it's important that we have consistency of messaging on key issues. So just want to highlight one example, which is the environment. We've long known that DAB was the environmental choice. The BBC at the end of last year published a report which demonstrated that the energy required to for listening on DAB Plus or DAB was 33% more efficient than on FM. So final slide, key message is that we don't do this all on our own. I mean, I've talked about our own membership, but then we also look outside our organization and we work with partners around the world. We work with people like the EBU, the AER, ACEA, representing the car makers. The key thing to do is to identify areas of common ground, areas where we want to achieve the same results. And then we work together and reinforce each other's voices to achieve those goals. That's the way we work. It's proving very successful, still plenty to do, but that's it for now. Thank you very much for listening.
And thank you to you, Patrick Hannon, President of World DAB. You stay with us, of course. Vous restez bien avec nous. Alors, pour accroître l'écoute de la radio numérique, une solution commune, la plateforme Radio Player. Et ici, le Royaume-Uni est un précurseur puisque dès 2011, la BBC et les principales radios privées, eh bien, elles vont s'associer pour partager cette solution. Radio Player UK propose aujourd'hui plus de 500 stations et les radiodiffuseurs du monde entier ont commencé à adopter la technologie Radio Player. Pour nous en parler, nous accueillons Michael Hill. Please welcome from the UK, the Managing Director of Radio Player Worldwide, Michael Hill. Thank you very much. Yes, je m'appelle Mike, je suis directeur général de Radio Player. Malheureusement, je vais parler en anglais aujourd'hui. I'm going to talk about how unity is at the heart of how Radio Player works. First of all, merci and dankjewel. As you heard from Nicolas earlier, Belgium was one of the first partner countries in Radio Player, launching in early 2014. And so thank you to all the Belgian radio stations for the support that you show to Radio Player. We're growing very fast though, and we have grown a lot since 2014. Today, we have partnerships in 14 countries. In 2019, Spain, Italy, and Denmark launched. Last year, the Netherlands launched, and France and Sweden signed agreements to join Radio Player. They will launch very soon. These are our top priorities, and this is why broadcasters around the world want to work with us. As you heard from Nicolas, we have apps, great apps, beautiful apps for smart speakers and for mobile devices. But our top priority is keeping radio strong in cars. This is where we need unity because the automotive sector is complicated and specialized. We need to work together. So I just want to show you 3 quick examples of how we work together. The first example is our specialized data feed for cars. We call it the Worldwide Radio Player API. Here's how it works. On the left, you can see some Belgian radio stations. They send their metadata, the logos, the streams, the station information to the Belgian Radio Player server. And we make sure that they are available. All this official broadcaster metadata is available in one place on one endpoint in the cloud, along with all the other metadata from other countries. And that means that great car companies like VW, the biggest car company in the world, with whom we have a partnership, can take that metadata and make it look fantastic in nearly 1 million cars driving across Europe now, today, with metadata powered by Radio Player stations. The second example I want to show you is our products. We invest resources from all our partner countries to make fantastic radio products. On the left, you can see the new apps that Nicolas mentioned earlier. And on the right, that Android Automotive app for the new Polestar 2, which launched in Belgium. And my last example, because we represent thousands of radio stations from across Europe, we can lobby the big automotive and technology giants. A few weeks ago, we sent a letter to Google. Here is a copy of it on the screen. It was signed by all our broadcasters, representing hundreds of millions of listeners from across Europe and the world. And we asked Google to listen to us about how to improve the radio experience in their Android Automotive operating system. As a result, we have had 2 excellent meetings since they received the letter, and they are now listening. So those were just some examples. Merci, bedankt, and I am very happy to answer any questions either on the email you can see on the screen or in the question and answer session in a moment. Thank you.
Thank you, Michael Hill. It was perfectly clear, and of course, you stay with us for the Q&A session in a few minutes. Pour accroître l'écoute de la radio, on l'a dit, il y a cette plateforme Radio Player. La solution Radio Player, elle est maintenant bien implantée partout en Europe et même au-delà. Si la Belgique peut se féliciter d'être un partenaire de la première heure très actif au soutien de la solution Radio Player, eh bien le fait que d'autres pays plus importants en termes de population évidemment rejoignent le mouvement est aussi un signal extrêmement fort. Parmi ces pays, il y a nos voisins un petit peu plus au sud, la France. Pour nous parler de ce nouveau bébé dans la galaxie Radio Player, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yann Le Garçon, directeur général de Radio Player France. Bonjour Monsieur Le Garçon. On imagine que c'est une période extrêmement enthousiasmante pour vous et on vous écoute. En activant le micro, c'est mieux. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour ce Digital Radio Day en direct de Paris où il fait froid et où je vais pouvoir vous présenter Radio Player France qui sera donc lancé sur notre beau territoire à partir du mois d'avril prochain. Il faut savoir ce processus Radio Player France a été long puisque nous avons commencé à travailler ensemble il y a 2 ans maintenant pour créer une société qui a été créée il y a donc 6 mois maintenant, la société Cosmos SAS, une SAS au capital de 90 000 € et qui réunit l'ensemble des groupes français de la radio, Énergie, Lagardère, Les Indes Radios, M6, Radio France et donc ces 6 associés-là représentent près de 90% de l'audience radio en France. Les principes fondateurs de notre solution, c'est tout simplement de réunir sur une offre légale sur l'ensemble des plateformes tous les contenus live et différés des radios françaises DAB+, et FM. Parce qu'il y a, vous le savez, de nombreux agrégateurs sur le marché. Ils n'ont pas toujours demandé votre autorisation pour récupérer les flux de vos stations, que ce soit des flux live ou podcast. Et Radio Player, pour le coup, veut véritablement bâtir une solution légale disponible sur l'ensemble des plateformes. Installer une offre claire et de qualité dans les nouveaux supports d'écoute de la radio, ça signifie être le meilleur dans tous les environnements où la radio va se développer et doit se maintenir. Je pense par exemple aux constructeurs automobiles, aux enceintes connectées. C'est vraiment très important d'être dès maintenant dans ces environnements qui vont représenter une part de marché de plus en plus importante. Et dans le cas de la voiture, on voit bien que la concurrence se développe avec l'arrivée prochaine de Spotify, de Deezer, des plateformes de streaming, bref, de tout concurrent venant du monde digital et qui vient manger une partie de l'écoute radio. Et puis renouveler l'image du média radio auprès du grand public et du marché. À tort, vraiment à tort, parfois la radio peut être considérée comme un média un peu ancien. Il y a de vraies innovations dans la radio, c'est à nous de les mettre en avant et Radio Player peut nous aider dans ce processus. Tout ceci, ça va permettre à des concurrents de travailler ensemble et nous lançons donc Radio Player en France avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, mutualiser les moyens parce que lorsque vous proposez une solution pour l'ensemble de l'Europe, ça vous coûte forcément moins cher que si vous deviez la développer par vous-même au sein de votre pays ou au sein de votre radio. Ça nous permet aussi d'accéder à des négociations difficiles pour une radio seule ou un groupe. En France, lorsque vous prenez un groupe comme Radio France, Énergie, Lagardère, M6, même un groupe de cette taille-là ne peut pas forcément avoir des négociations directes avec les GAFA, Amazon, Google et les constructeurs auto, par exemple. Donc se réunir, ça nous permet d'être plus forts et d'avoir un poids de négociation plus important. Et puis une alliance pour sauvegarder et développer la place de la radio dans un environnement très concurrentiel. Il n'y a que 24 heures dans une journée. À chaque fois que vous écoutez autre chose que la radio, c'est du temps en moins pour l'écoute de notre média préféré. Et il est important d'être visible partout sur tous les nouveaux supports d'écoute. 3 prérequis pour que cela fonctionne: l'exhaustivité de l'offre avec toutes les radios d'un pays, la couverture européenne et peut-être un jour mondiale. Et puis la promotion, il faut vraiment que toutes les radios s'engagent dans la promotion de Radio Player au sein d'un pays. C'est vrai en France, mais c'est aussi, j'imagine, vrai en Belgique. Pourquoi avons-nous choisi l'offre Radio Player ? Tout simplement parce qu'elle nous permet une présence sur quasiment l'intégralité du territoire européen et que Radio Player va nous engager à avoir des négociations plus précises, plus fortes avec les GAFA comme Google et Amazon sur les enceintes connectées ou alors les constructeurs automobiles avec un partenariat qui se développe avec les constructeurs automobiles et c'est très important pour nous en tant que radio d'être présents sur tous ces environnements très concurrentiels.
Une offre complète au lancement pour Radio Player France, ça représente près de 90% de l'audience radio nationale. Et vous voyez ici l'ensemble des marques nationales qui seront présentes. Ça représente quand même, malgré tout, près de 800 flux de radio et de web radio et près de 800 décrochages locaux. C'est un vrai travail pour l'intégration et j'ai hâte de vous présenter le résultat au mois d'avril prochain. Des obligations de promotion, c'est vraiment le cœur de la relation que nous avons eue entre les différents groupes médias au sein de Radio Player France, c'est-à-dire obliger chaque radio participante à Radio Player France à promouvoir régulièrement sur ses antennes radio, mais aussi sur ses autres médias, la plateforme Radio Player France. Et ça a pris forme, dans notre cas, par l'engagement d'un budget net annuel au sein des différents accords qui lient les associés entre eux. Et puis les radios adhérentes, c'est-à-dire les non associés à notre société Cosmos, ont aussi des obligations de promotion sur leurs antennes radio, ce qui va permettre à Radio Player France d'avoir une véritable campagne de communication au lancement. Et j'espère convaincre tous les auditeurs français que notre plateforme est la meilleure qui soit. La promotion est selon moi essentielle pour asseoir une marque et son utilisation auprès de vos auditeurs. Ce fut bref mais agréable. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à nous retrouver sur Radio Player France à partir du mois d'avril. À très vite. Merci. Et merci pour votre enthousiasme, Yann Le Garçon. Je rappelle que vous êtes directeur général de Radio Player France. On va aller à présent un peu plus au nord. La Norvège a été, vous le savez, le premier pays au monde à couper la FM pour la diffusion de la radio numérique. C'était en 2017. Ole Jørgen Torvmark a activement participé à ce processus d'extinction de la FM avec ses avantages et ses inconvénients. Il va nous en dire un peu plus. Hello, Ole, welcome and thank you for being with us this morning. Good morning, and merci, Katrina. I'm going to talk about some learnings from the Norwegian digital switchover from the position I had as the industry's joint coordinator at Digital Radio Norway. 4 years ago, Norway had just started to switch off national FM radio as the first country in the world. All national and commercial big city stations completed the switch off between January and December 2017. The main motivation for the radio industry and what kept them working together throughout the switchover process was the goal to provide a better radio offering across the whole country and have a stronger position in the competition with other media and online services. DAB made it possible to increase from 5 to 33 free-to-air national stations. The main part of the radio listeners, the heavy users, accounting for 70 to 80% of all listening, converted relatively quickly and before the FM shutdown began. They were driven mostly by an interest for the new wider offering, a better radio experience, or simply recognizing, I know this will happen soon, so my next radio will be digital. Those with slightly less radio consumption disliked to a greater extent the notion of coercion as the switch-off dates approached. For the last converting segments, the information challenge was considerable. The lack of knowledge for the new technology, understandably, caused many to blame lack of coverage to be the problem, while it usually was use-related or simply poor consumer products. The cost of being the first mover was high. No digitization plans in other countries materialized. Being a small country and going alone made product development particularly challenging, leading to many unfinished products on the market. The worst part was the do-it-yourself adapters for cars, which caused difficult installations and bad user experiences. In retrospect, it's easy to see that the transition for the listener should have been easier to accomplish. Instead of solely being an excitement for new content and stations, it became for many listeners more an issue of costs and effort. A burden which in turn mobilized transition resistance and negative publicity. And as a consequence, radio's reputation and advertising revenues were suffering longer than it took for all the listeners to come back. But even though the switchover period, and in particular the following year, were challenging, the radio listening is back to the same levels as before. And last year even offered an all-time high in the summer.
62% listened to radio daily last year and 86% weekly. And in addition, we can see that the listening time increases as well. Number of DAB radios grew with 500,000 even in 2020, resulting in an estimated total of around 7 million DAB radios, close to the same level of total radio sets in the country as it were in the years before the digitization began. Almost all new cars have been sold with DAB for several years, causing the proportion of cars digitally equipped to reach 63% last year. While converting the carpool was the single most difficult part, the most positive outcome was the content revolution, providing listeners with a much wider range of stations. And the new stations are now counting for more than a third of all listening. In a recent survey done for the Norwegian Media Authority, 63% states that they in general are satisfied with the radio offer. So the conclusion is both the listeners and the radio industry got through the world's first digital switchover, and anyone that follows will have somewhat easier task, but for sure challenging enough. Merci beaucoup. Thank you, Ole. Norway, 12 points. La Norvège, 12 points. Sorry, it was a dream. Let's meet again in the last Q&A session in a few minutes, of course. Alors que nous venons de mettre un pied dans l'année 2021, eh bien certains regardent déjà vers 2023. C'est en effet dans 2 ans que la bonne vieille FM devrait être réduite au silence en Suisse. Aux commandes de cette extinction programmée, Adriano Piteri, Key Account Manager Migration Numérique Radio à la SSR, la Société Suisse de Radiodiffusion et de Télévision. Adriano Piteri, merci d'être avec nous aujourd'hui et c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et l'occasion de pouvoir parler du passage de la FM au DAB+ en Suisse. L'arrêt de la FM va devenir réalité en Suisse à partir de l'année prochaine pour la SSR. Mais avant de parler de cette étape importante, j'aimerais retracer un peu l'histoire du DAB+ en Suisse avec vous. Alors, le DAB a commencé en 1999 déjà, et le tout s'est accéléré à partir de 2014 avec le rapport final du groupe de travail pour la migration numérique radio, qui a défini les étapes pour un passage réussi de la FM au DAB+. Cette première partie, c'est axé sur 2 parties. Une première sur le simulcast avec l'accent sur le développement du réseau DAB+, de la promotion B2B et B2C, et à mentionner également que vraiment toutes les radios FM sont passées en DAB+ dans cette période. La deuxième phase, celle qui nous occupe actuellement, consiste dans l'arrêt définitif de la FM, et celle-ci va se dérouler en 2 étapes. La SSR, donc le service public, éteindra ses émetteurs en août 2022, donc l'année prochaine, et les radios privées suivront en janvier 2023. Donc la SSR ayant 2/3 de part de marché pour en radio, ce décalage facilitera le passage aux radios privées pour leur passage au numérique. Vous connaissez l'effet pneu-neige où l'on attend le dernier moment, donc c'est exactement pour éviter ceci. Et peut-être encore une particularité au niveau de la Suisse qui est très attachée à sa démocratie. Tout ce processus s'est fait par la branche radio elle-même qui a mené les négociations et qui, une fois l'accord trouvé, a été montré à l'Ofcom qui a validé cette décision. Et ce processus est maintenant un processus irréversible, donc les concessions seront également retirées à partir de janvier 2023. Si nous regardons maintenant les chiffres pour l'audience du DAB+ en Suisse, nous constatons une progression constante du DAB+ d'environ 3 points par année pour arriver à une écoute en numérique de plus de 71%. Et surtout, on voit le déclin constant de la FM. Donc là, on parle de l'écoute. Donc sur 100 minutes de radio écoutées, 71 sont écoutées en numérique. Si nous regardons maintenant la portée de
de la radio numérique, nous voyons vraiment une forte progression également, et surtout un point réjouissant, les auditeurs qui nous écoutent uniquement en FM a également fortement baissé pour passer de 23 à 13% en l'espace de 4 ans. Si nous regardons maintenant les modes de consommation par lieu d'utilisation, nous constatons également une belle progression du DAB+, sur les différents lieux, et en particulier dans les voitures, qui est pour nous également un point important. Et laissez-moi maintenant rapidement vous présenter notre mascotte, Dapsy, qui va nous accompagner dans cette campagne nationale pour le passage de l'AFM au DAB+, une campagne mandatée par l'Office fédéral de la communication. Toutes ces informations, vous les trouverez sur Dapsy, donc dabplus.ch. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite extrêmement plein de succès pour le DAB+ en Belgique. Et merci à vous, Adriano Piteri, pour toutes ces explications. Vous restez avec nous, évidemment, et nous rejoignent Francis Goffin, président de maradio.be et de l'Alliance européenne de la radio numérique, Patrick Hannon, président de World DAB, Michael Hill, managing director de Radio Player Worldwide, et Ole Jørgen Torvmark et son expérience norvégienne pour la dernière déjà session de questions-réponses. Welcome everybody. Merci à tous de nous rejoindre. The first question is maybe for Michael Hill from Radio Player UK. BBC is currently testing the radio broadcasting through 5G, and the first result really seems okay, great. How do you explain that a broadcaster such as the BBC is now massively investing in radio over IP compared to DAB? I think the BBC is, as we say in English, backing several horses. They had a distribution policy is not exclusively IP, it is not exclusively DAB, it is not exclusively 5G. They have great experts, technical experts in the BBC. They can see that there will be success here, success here, success here in distribution. So they support several different routes to get their content to market. And one of them is Radio Player. They are our biggest shareholder and they have invested millions of pounds in Radio Player since the launch in the UK. So the BBC never does just one thing. It is doing several things and almost always successfully. Thank you. The same question for Patrick Hannon from World DAB concerning the tests led by BBC through 5G broadcasting. I very much echo what Mike has just said. I think a couple of things I would say. First of all, if you look at all the different digital platforms, it's important to recognize that DAB is still by far the most important in terms of listening hours. Roughly 70% of all digital listening is on DAB. So it's important, to try different platforms, including 5G. But at the core of the future distribution strategy, DAB is right at the heart of it. The second message I think is very important is to do with the energy efficiency. I mentioned the BBC report in my presentation. I made a comparison between DAB and FM in terms of energy consumption. Actually, the difference between DAB and IP is even greater. So it's a much more energy efficient platform. So look, by all means, use the internet and 5G, but if you really want to be green and environmentally friendly, then DAB has to be at the center of your distribution strategy. On poursuit avec cette question à Ole. Y a-t-il encore des radios qui émettent en FM en Norvège? Ole, is there still radios broadcasting FM in Norway, or is it 100% DAB+ today? No, there's some small local stations still, quite a lot of small local stations outside the big cities that are still broadcasting on FM, and they are allowed to do that for a few more years.
It's been important because they don't have the same economy to build new DAB networks, so they need more time. But also for local radios, there's a growing part of the listening going on DAB and online in general. But all the total consumption, there's now less than 3%, which is on FM. Ole, another question for you. What is the impact on local radio stations after the switch off of FM in Norway? L'impact sur les radios locales? Well, it's different because some radio stations have had a hard time adjusting to the new market. But for local radios in general, they got a boost because with the sudden switch off, there was still some cars and people having not replaced all their radios yet. So for some of the local radios, they got a boost. But when we look at it now, in retrospect, after a few years, the listening situation, also the market share between the big broadcasters are actually more or less the same, but the total offer of stations for the listeners are much, much bigger. Une question pour Michael Hill à présent. Est-ce qu'un jour on pourrait écouter des radios françaises en Belgique avec Radio Player par exemple? Will it be one day possible to listen to French radio stations in Belgium via Radio Player? I hope so. At the moment, every Radio Player country has just the stations from that country in the app. And this is for several good reasons. One, we think that listeners are most interested in stations in their language from their country. But also there are copyright restrictions. So if you pay your music licensing in one country, it is difficult and illegal sometimes to stream your content in another country. So we are very careful about the legal side of things. But we believe that increasingly certainly across Central Europe, where there are several countries who speak the same languages, we should think about offering those stations across borders. So that will come, but we need to solve those problems of legality first. Thank you, Michael. Une autre question qui concerne Radio Player, mais en France cette fois. Je m'adresse donc à Yann Le Garçon. La promotion que chacun fera du Radio Player en France est-elle un problème compte tenu du fait que chacun a sa propre application pour écouter également sa propre radio? Comment vous allez vous situer de ce point de vue-là? Alors, nous, notre positionnement est d'être la plateforme d'écoute légale de l'ensemble des contenus radio français, que ce soit des contenus live, replay ou podcast natif. C'est un positionnement qui se place un peu à côté de ce que peuvent faire les radios vis-à-vis de leur propre support d'écoute, que ce soit leurs applications mobiles, leur site ou tous les autres supports d'écoute. Ça signifie que nous, on va se positionner comme une plateforme globale, digitale, présente sur tous les environnements, ce qui n'est pas forcément le cas des plateformes propriétaires des radios, et dire que telle ou telle radio sont présentes sur Radio Player France et que vous pouvez donc les découvrir de cette façon-là. Ça n'empêche pas la promotion de chacune des radios présentes dans Radio Player pour leur propre support. On autorise véritablement n'importe quelle radio à rester sur toutes les autres plateformes sur lesquelles elle est. Il n'y a pas d'exclusivité du tout sur Radio Player France, mais on est là en fait pour répondre à une attente des auditeurs qui est de retrouver au sein d'une même appli l'ensemble des radios françaises. Et cet usage-là n'est pas tout à fait le même que de télécharger une application spécifique à une radio ou à une autre. Donc, alors, je vous en prie. C'est en parallèle. Donc, ce sont deux budgets qui ne viennent pas se court-circuiter. Très bien, on va poursuivre avec une question à Adriano Piteri. N'est-ce pas stressant d'imaginer cette fin proche de la FM en Suisse? Y a-t-il des inquiétudes actuellement chez les professionnels? Alors, toute cette transition, ça fait maintenant de longues années. Je l'ai dit, ça fait plus de 20 ans que le DAB existe en Suisse. Et tout ce processus, c'est un long processus qui a été concerté et fait avec toute la branche radio et également les autres professions et domaines qui y sont rattachés. Donc c'est un long processus qui nous a permis de le construire progressivement avec des bons conseils et retours avec les différents partenaires. Donc non, ça avance bien. On a une coordination nationale qui coordonne tout ça et à travers toute la branche. Donc non, on est confiant et puis on est entre de très bonnes mains.
Merci à tous intervenants qui étiez avec nous ce matin, ce midi, depuis vos pays respectifs, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, la Norvège. Ça a fait pas mal de discussions et ça vous a fait réagir et ça nous fait bien plaisir. Merci en tout cas de votre participation et pour tous ces éclaircissements. Alors, dans la suite, on va retrouver celui qui n'a pas parlé d'ailleurs dans cette session de Q&A. C'est évidemment Francis Goffin, à qui on va donner évidemment le mot de la fin, puisque l'heure est déjà presque venue de se quitter et de clôturer ce Digital Radio Day 2021. Francis, la parole est à vous. Oui, merci Olivier, merci Catherine et merci à tous nos intervenants qui sont venus d'un peu partout. Alors, j'ai été assez scotché par ce Digital Radio Day. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Alors, j'ai pris des notes et je voulais partager avec vous, en guise de conclusion, un peu ce que j'ai relevé ce matin. Alors, tout d'abord, l'intervention de notre ministre. Moi, j'ai noté que son décret de SMA a été voté, donc il est approuvé, et que dans ce décret, il y a deux choses qui sont intéressantes pour la radio. C'est d'abord le fait que l'obligation de l'unanimité pour les radios indépendantes pour désigner l'opérateur MUX va passer de 100%, donc de l'unanimité à 80%. Je crois que c'est vraiment une bonne chose, que ça va faciliter le déblocage de la suite des développements des MUX locaux. Et j'ai aussi, dans ce décret SMA, il y a notamment la transposition de la directive européenne du Code européen des communications électroniques qui oblige donc les voitures à être équipées du DAB+, et aussi qui permet, il y a un article dans le SMA, au gouvernement de prendre une décision d'extension de cette obligation pour les autres récepteurs, et j'espère que le gouvernement va se précipiter sur cette décision, cet arrêté qui doit être pris. Alors, au niveau du président du CSA, j'ai entendu son appel aux radios à se saisir de Media Action Plan de l'Union européenne, qui a été adopté, publié en décembre prochain. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les radios là-dedans, et au sein de l'EDRA, j'en ai pas parlé, mais on a décidé aussi de se saisir de ce sujet-là. Il y a du lobby à faire pour que la radio ne soit pas oubliée. Même chose pour le Digital Service Act dont il a parlé. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'Europe va nous aider à faire une meilleure régulation des plateformes numériques. Comme vous le savez, on est très attentif à ce qui se passe sur ces plateformes qui sont un peu souvent par rapport à nous qui sommes complètement régulés, mais qui sont des espèces de francs-tireurs très dangereux et pouvant nous piéger. Alors, j'ai aussi relevé l'enthousiasme des radios indépendantes, puisque il y a 5 MUX locaux qui vont démarrer très très bientôt. Je voudrais souligner aussi que si ces MUX locaux ont pu démarrer, on ne l'a pas signalé, mais c'est grâce à la SBL RNI+, qui va piloter le MUX de Liège et qui, avec ma radio, avec la RTBF, a été à l'initiative de tests pour les radios indépendantes, de textes en DAB+, tests qui ont finalement débouché sur une échelle économique des investissements nécessaires pour les radios locales, qui a été approuvée par le gouvernement et qui a permis de dégager des centaines de milliers d'euros pour aider à financer 100% des équipements des radios locales en DAB+. Et donc, merci à RNI+. Alors, je vais revenir sur d'autres interventions. Je reprends mes notes. J'ai noté aussi chez Vandenborre le fait que les récepteurs sont supérieurs de 10 à 15% par rapport aux récepteurs qui ne sont pas DAB+. Alors, sachez qu'au niveau de ma radio, nous avons décidé de lobbyer l'État fédéral belge pour entamer une demande de réduction du taux de TVA, comme la transposition TVA, la directive TVA le permet au niveau européen, pour diminuer le taux de TVA applicable aux récepteurs DAB+. La télévision en a bénéficié pour les décodeurs digitaux pendant de nombreuses années, et on espère donc que la radio pourra aussi en bénéficier. Ça va faire diminuer le prix et donc l'accès à l'équipement pour la population. Alors, j'ai bien aimé les reportages, Olivier, que tu as fait sur la voiture, avec notamment les voitures hybrides qui sont
vraiment, et ça répond un peu à une inquiétude de Philippe Sala, avec les nouveaux récepteurs, on va pouvoir maintenant avoir des récepteurs qui choisissent eux-mêmes la meilleure technologie, et donc il ne faudra pas choisir ces différentes plateformes. Alors, je terminerai par signaler évidemment qu'il y a une activation commerciale qui se fait. Hein. Maintenant que le DAB+ est installé, les régies s'emparent du sujet. On a eu des beaux exemples. Et puis, on a vu aussi comment se passe la transition vers un switch-off potentiel de l'AFM. Alors, je voudrais terminer en partageant avec vous deux slides, en fait, qu'on a présentés aux premières Digital Radio Day. Et je trouve qu'ils sont intéressants de revenir. Alors, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, si vous pouvez me confirmer que vous les voyez. Oui, on voit, voilà, on les voit parfaitement, pas de problème. Alors, regardez, au Digital Radio Day de octobre 2019, c'était avant le lancement, puisqu'on était à quelques semaines du lancement, et on avait partagé ce slide qui disait que notre ambition, c'est de transformer l'audience FM, qui faisait 80% de part de marché chez les auditeurs, à 100% DAB+. À l'époque, on était à 3% DAB+, donc pour atteindre 84%. Et vous voyez ce que font la télévision et Internet. Eh bien, regardez maintenant en 2020, eh bien, on voit que on est en train de gagner ce pari, puisque voilà, la FM a baissé à 66%. Internet, je vais y revenir, à progresser dans une année Covid particulière. La télévision est une plateforme stable qui ne progresse plus. Et la plateforme qui a grandi le plus, on l'a vu, c'est le DAB+, 14%. Si on additionne 66 et 14, eh bien, on est à 84% de broadcast. Là, on espérait un peu naïvement 84%, c'est-à-dire 100%. Il y a Internet qui fait son trou également. Et on voit que nous sommes à 34% du numérique. Et dans les pays qui parlent d'un calendrier de switch-off, eh bien, une fois qu'on atteint 50% de consommation digitale, numérique, chez les auditeurs, on parle d'un arrêt potentiel de l'AFM. Si tout va comme pour le moment, l'année prochaine, on sera à plus de 50% de part numérique, et donc on verra si on commencera à en parler. Même chose pour les équipements. Regardez, en 2019, au Digital Radio Day, on avait fait une prévision d'équipements. 2019, on ne savait pas encore comment, on n'avait pas encore les chiffres, et on avait prévu cette progression-là. Bien, regardez, en 2019, en fait, on a fait mieux que notre prévision, et en 2020, encore mieux qu'en prévision. Donc, l'équipement et la compatibilité de nouveaux récepteurs est en train de croître à toute vitesse. Et évidemment, la nouvelle directive va nous aider, nous l'espérons, à partir de 2021, avec l'extension de l'obligation aux autres récepteurs. Il ne devrait plus y avoir quasi plus de récepteurs qui ne sont pas FM. Alors, je vais arrêter le partage. Tout ça pour vous dire que je pense que si vous pouvez supprimer le slide, parce que moi, j'y arrive pas. Ah, si, peut-être. Non, j'y arrive pas. Voilà, merci. Tout ça pour terminer, pour vous dire que je pense que tout se met en place pour arriver à une digitalisation, une numérisation de notre secteur radiophonique en Belgique francophone et en Flandre aussi, puisque vous avez vu, on évolue au même rythme, avec le DAB+, véritable successeur de l'AFM, et puis également un monde IP où on s'organise pour ne pas se laisser faire et pour exister sur toutes les plateformes, sur tous les devices, grâce à Radio Player. Donc, nous préparons un monde 100% digital et qui sera hybride avec le DAB+ comme plateforme principale et puis l'IP où nous nous organisons également. Et c'est vraiment le souhait et le rôle de maradio.be de piloter et de promouvoir et d'accélérer ce mouvement. Et je pense que quand on se retrouvera l'année prochaine, eh bien, on aura de nouveau fait des pas gigantesques comme nous l'avons fait par rapport à l'année passée en termes de progression de la numérisation, et que nous pourrons peut-être parler un peu comme nos amis suisses du futur 100% digital en Belgique. Voilà, merci.